Bonjour et bienvenue sur Plan B, l'émission qui donne la parole aux acteurs de la transition et de la résilience. Je reçois aujourd'hui Quentin Mathéus. Bonjour Quentin. Bonjour Cyrus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es ingénieur low-tech au Low-Tech Lab et donc aujourd'hui nous allons parler de low-tech, une démarche clé en matière de résilience et de transformation systémique. Avant de plonger dans le détail, tu vas parler de ton retour d'expérience des low-tech, qu'est-ce que c'est, donner des exemples, comment vous travaillez au Low-Tech Lab avec les entreprises. Mais avant toute chose, que sont les low-tech? Alors, on a la tendance, on a l'habitude au Low-Tech Lab de définir les low-tech ou la low-tech comme un ensemble de choses qui peuvent être des solutions techniques, j'entends physiques, des objets, des produits, mais aussi plus largement des savoir-faire, des pratiques. On parle souvent de démarche low-tech qui tourne autour de trois piliers. On résume, nous, utile, durable et accessible. Il y a pas mal d'autres définitions qui se chevauchent, etc. Mais on la trouve simple et efficace. Donc, utile pour nous, c'est important, c'est qu'une solution low-tech, elle cherche à répondre à un besoin essentiel. On essaye très largement de ne pas s'enfermer dans la pyramide de Maslow, mais plutôt d'aller voir du côté des travaux de, par exemple, Max Neef, qui a parlé des besoins essentiels sans la hiérarchiser et qui les a rangés plus en besoin d'avoir des choses, besoin d'être quelque chose, besoin de recevoir des choses, etc. Et bon, pour autant, du coup, les secteurs dont ça relève, c'est l'accès à l'alimentation, l'accès à un habitat, l'accès à un réseau social, par exemple, pas forcément un réseau social digital, mais voilà, des relations sociales, donc par la communication, etc., mais aussi l'accès à l'énergie, pouvoir se déplacer, avoir une certaine autonomie, etc. Donc voilà pour le côté utile. La dimension durable, aujourd'hui c'est un mot assez galvaudé, assez valise. Le mot durable, on l'a gardé parce que voilà, il parle quand même à beaucoup de gens. Mais concrètement, c'est une pratique qui s'inscrit dans les limites de la planète, pour faire simple. Donc qui cherche à être le plus économe possible en ressources et en énergie, à réduire au maximum l'impact environnemental d'une solution, qu'elle soit encore une fois un produit ou un service. Donc ça va s'approcher de démarches de sobriété, d'essayer de faire, on dit souvent mieux avec moins, ou je ne sais pas si c'est mieux avec moins parce que ça peut se rapprocher de pratiques un peu drivées par les coûts, des choses comme ça. Donc ça va être en tout cas de faire autrement, au juste nécessaire, et voilà, d'essayer par exemple de favoriser le réemploi, la réutilisation de matières, le recyclage ou l'emploi de ressources très locales et abondantes plutôt que d'utiliser des ressources qui viennent de très loin et qui sont relativement rares. Voilà pour la partie durable. Et pour la partie accessible, elle est aussi très importante pour nous. C'est là qu'on voit un petit peu la distinction avec la high-tech aujourd'hui, ou en tout cas un certain nombre de solutions techniques qui se retrouvent être de plus en plus promues, diffusées, utilisées, qui sont des solutions techniques qui sont en fait fermées, le plus fermées possible, parfois très complexes, donc très, quelque part, incompréhensibles, très boîte noire pour, j'entends encore une fois, le commun des mortels, en tout cas le grand public, les usagers de ces solutions, ne serait-ce que ça. Et donc qui a tendance à, au-delà de la dimension propriétaire de certains développements, vraiment à finalement faire en sorte qu'on ne se pose même plus la question de comment ça marche ou de ce qui se passe derrière l'écran, derrière la prise, derrière le robinet, Ce qui ou d'ailleurs derrière le système. nuit à leur Pardon. réparabilité et donc à leur durabilité. C'est ça. Dans la dimension économie de ressources, il y a évidemment quelque chose qui relève de quelque chose de très robuste dans le temps pour éviter pour en augmenter le cycle de vie, de très réparable, etc. Donc il y a cette dimension-là. Et évidemment, le fait que ce soit fermé, le fait que ce soit complexe, rend ces technologies, ces solutions techniques en tout cas, peu appropriables. Donc à l'inverse, la low-tech, ça va vraiment chercher à être ouvert. Nous, le gros de ce qu'on fait est publié et diffusé en open source, en licence Creative Commons. Mais aussi, on a tendance à dire que des solutions sont parfois, je ne sais pas comment dire, mais complexifiées pour être complexes quelque part, alors qu'on pourrait faire beaucoup plus simple. Et on pourrait faire peut-être parfois pas aussi optimisé en termes de rendement, mais finalement remis dans son contexte à une échelle beaucoup plus globale, avec un peu de recul, beaucoup plus efficace quand même de faire simple et de faire
un peu plus gros peut-être. Enfin, voilà. Donc voilà pour la partie accessible. Ce qui est intéressant juste de dire sur notre vision de la low-tech, c'est qu'en justement, il y en a beaucoup, des visions différentes. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est ça qui est compliqué avec la low-tech, c'est qu'on ne sait pas ce dont il s'agit, et que chacun a sa définition, etc. Alors c'est sûr qu'il y a un peu de deux courants quand même. Il y a la vision anglo-saxonne qui, quelque part, a utilisé le mot très rapidement par opposition à la high-tech, même dans le langage quotidien. On dit parfois, je dis n'importe quoi, qu'un jeu de société, c'est un jeu low-tech. Bon, voilà, ok, oui, certes. Est-ce que pour autant c'est utile, durable, accessible? Peut-être, mais voilà, on n'est pas à ce niveau-là de réflexion et de pousser de la réflexion. Mais par contre, le courant de pensée, entre guillemets, autour de la low-tech en France, qui a été incarné, je pense, pendant un temps par ce que pouvait en dire Philippe Biwix, notamment au travers de son livre L'âge des low-tech, qui est sorti en 2014. Nous, l'association, elle a 7 ans, donc pareil, on a commencé à parler de low-tech en 2013. Et depuis, donc voilà, on s'est un peu tourné autour. On a bossé ensemble en 2017-2018 sur une note justement à destination du grand public, des politiques publiques, pour poser un peu des choses claires. Et donc là, on rentre dans une démarche, j'ai envie de dire, beaucoup plus systémique, beaucoup plus poussée en termes de réflexion que parfois le mot anglo-saxon, entre guillemets. Et donc dans la note de la fabrique écologique, à laquelle on a contribué avec un certain nombre de philosophes, de penseurs de la technique, etc. On a rattaché cette notion low-tech à aussi un héritage. Quelque part, la technologie conviviale de Ivan Illich, par exemple, renferme beaucoup de choses très intéressantes en termes de pensée de la technique et des systèmes techniques à grande échelle, qui vraiment irriguent la pensée low-tech. Mais autant Ernst Friedrich Schumacher qui parlait de technologie intermédiaire et de small is beautiful, parce que finalement, à petite échelle, il y a souvent moins d'impact, on maîtrise mieux les tenants et les aboutissants d'une solution, et ça évite la concentration de pouvoir, la concentration de pollution, etc. etc. Donc voilà, et on s'est amusé à dire que finalement, au-delà de toute cette pensée un peu théorique, un peu lourde parfois, la démarche low-tech, donc non plus une solution low-tech ou pas low-tech, mais plutôt aller vers plus de low-tech dans mes usages, dans mon quotidien et collectivement dans notre société. Ça revient à se poser 3 questions. Face à une situation, est-ce que j'en ai vraiment besoin? La question du besoin, donc en fait c'est l'utilité. Quelle est la façon la plus sobre, locale, durable, robuste, réparable, etc., d'y répondre? Et finalement, est-ce qu'en optant pour cette solution, ça peut même être sur un choix de carrière ou sur un choix de vacances, hein. Ça peut être très loin, entre guillemets, cette philosophie-là, mais enfin, ça peut être appliqué à pas mal de situations. Mais finalement, donc, en optant pour cette solution qui est a priori une solution la plus sobre et locale possible à un besoin dont j'ai vraiment besoin, est-ce qu'en optant pour cette solution, je suis moi-même plus autonome dans la réponse à ce besoin? Et est-ce que collectivement, on est plus résilient si moi j'opte pour cette solution et qu'on est plusieurs à faire pareil? Donc voilà, en résumé, même si c'est pas très rare, même s'il y aura plus à dire, ce qu'on en dit au Low-Tech Lab, ou ce qu'on en pense de ce que c'est qu'une low-tech ou pas une low-tech, quoi. C'est très bien. L'état d'esprit est clair. Voilà, c'est une démarche plutôt ouverte. Alors justement, tu fais la transition. Qu'est-ce que le Low-Tech Lab et qu'est-ce que vous faites pour encourager cette démarche? Et ben, donc le Low-Tech Lab, c'est une association qui a été créée en 2013, qui du coup est née d'abord au Bangladesh, de la volonté de tester un certain nombre de systèmes qu'on a qualifiés de low-tech, qu'on avait découvert dans des pays du Sud et qui permettaient le plus souvent de répondre à des besoins essentiels de façon très locale, très sobre, etc. Mais ça a été vraiment finalement le berceau un petit peu de l'association. Et aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec des gros projets, des projets assez emblématiques et assez forts qui nous permettent à la fois de creuser d'explorer différents pans de la low-tech, et en même temps de la promouvoir, de la faire connaître, d'avoir une certaine portée dans nos actions. Donc, je peux en citer quelques-uns qui sont structurants et qui existent encore aujourd'hui. Le projet qui a vraiment posé les bases du Low-Tech Lab, c'est le projet d'expédition Nomade des mers, qui est encore en cours aujourd'hui,
Donc Corentin de Châtel-Perron, qui est le fondateur de l'association, est le chef d'expédition, donc est à bord du bateau. C'est une expédition donc à la voile qui fait le tour du monde à la rencontre de ces inventeurs, d'inventeurs de solutions low-tech un peu partout, et qui a eu dès le départ l'intuition et l'envie d'aller auprès de ces gens qui ont inventé, ont redécouvert ou utilisent au quotidien, diffusent, etc., des solutions low-tech, d'aller documenter auprès d'eux ces solutions pour les diffuser largement en open source, en ligne, se servir de l'outil numérique aujourd'hui et de son impact potentiel de diffusion, sous forme de tutoriels. Donc pour que en fait, un maximum de gens puissent se les réapproprier, les adapter, les répliquer dans leur propre contexte. Et finalement, créer des synergies comme ça qui n'existent peut-être pas parce que simplement, on n'a pas connaissance ou conscience que des solutions aussi simples et aussi efficaces qui permettent de répondre aux besoins de base existent. Donc ça a été vraiment un projet fondateur qui est en réflexion, enfin qui a été très vite en réflexion et qui est parti en 2016 de Concarneau. Aujourd'hui, le bateau donc, a fait les 2/3 de son tour du monde, en passant par l'Atlantique, en faisant le tour de l'Afrique, en montant, en faisant le tour de l'océan Indien, en traversant un petit peu l'Indonésie, une partie de l'Océanie, en remontant le long de la Chine, en passant par Taïwan, le Japon, puis en traversant le Pacifique pour arriver aux États-Unis. Et aujourd'hui, le bateau a été pendant un temps bloqué pendant le Covid au Mexique, et aujourd'hui, il est au Nicaragua. Et donc, il reste, entre guillemets, un tiers qui est la partie plutôt voilà, passer le canal de Panama, les Caraïbes et rentrer en France. Donc, il y a eu, au travers de ce projet, pour donner un exemple aussi de visibilité, comment est-ce qu'on rend la chose aussi le plus accessible possible, la plus visible, connue, etc. possible. Sur ce projet, il y a depuis le début un partenariat avec Arte. Et donc, on a une série documentaire qui suit l'expédition, qui réalise à chaque escale un épisode de 25 minutes sur à la fois les enjeux sociaux et environnementaux, quelle est la solution, elle est répliquée sur le bateau pour être testée, etc. Il y a toute une histoire. Donc ça, il y a eu une quinzaine d'épisodes sur la première saison qui faisait Concarneau, Thaïlande, et là, il y a la deuxième saison qui est en ce moment en diffusion sur Arte, qui est disponible sur Arte Web, Arte TV, qui consiste donc en 10 nouveaux épisodes entre la Thaïlande et le Mexique. Donc ça, c'est un des projets de l'assaut. En rapide, les quelques autres qu'il y a eu depuis, il y en a eu un majeur aussi et qui a participé à bien nous positionner en France. C'est un projet autour de l'habitat qui a consisté en gros en la même chose que ce que pouvait faire Nomade des mers sur plein de sujets et plutôt sur les pays de la ceinture tropicale, mais en France, donc dans un contexte plutôt occidental et même français, et sur un secteur en particulier qui est le secteur de l'habitat, avec pour objectif donc de documenter une dizaine de low-tech adaptées au contexte français, d'en faire des tutoriels, des vidéos tutos. Donc là, il y avait un petit peu aussi ce côté vulgarisation de la solution au travers de vidéos. Et ensuite de les tester à l'échelle réelle, en vie réelle, dans un micro-habitat un peu expérimental. Donc on a choisi une tiny house, mais ce n'est pas forcément pour promouvoir la tiny house, 100% du coup équipé de ces solutions, et dans lequel mes deux collègues, Clément et Pierre-Alain, ont vécu pendant un an, en documentant à la fois la réduction d'impact environnemental, le retour sur investissement comparé à des solutions plus classiques, et puis le changement d'usage que ça impliquait, ces projets-là, enfin ces solutions-là, pardon. Et donc après, il y a eu un autre projet qui a été plutôt dans un contexte qui était celui des camps de réfugiés, qui s'appelait Low-Tech for Refugees, qui aujourd'hui est porté par une asso distincte qui s'appelle Low-Tech with Refugees, qui a des antennes. Donc, le premier projet était dans les camps de réfugiés sur l'île grecque de Lesbos, en face de la Turquie. Ça a été vraiment très intéressant aussi, et très enrichissant aussi comme expérience. Et aujourd'hui, du coup, cette association qui a repris le sujet a les antennes à Marseille, à Besançon et encore en Grèce. Voilà. Et aujourd'hui, le dernier projet un petit peu lancé en date, c'est celui que moi je coordonne au sein du Low-Tech Lab, qui est un tour qui s'appelle les enquêtes du Low-Tech Lab. Et c'est pas les enquêtes statistiques, ni les enquêtes de détectives privés, c'est des enquêtes plutôt inspirées de méthodologies de sociologie, d'anthropologie, qui ont pour objectif d'aller en fait à la rencontre d'acteurs qu'on considère
être des acteurs économiques, des acteurs professionnels qui passent ces solutions à une certaine échelle, qui les diffusent, qui participent à avoir un certain impact, en fait, vraiment à partir de ces solutions techniques, à créer de l'emploi, à structurer des filières, etc. Et ce qu'on essaye de capter, de comprendre, de documenter pendant ces enquêtes, c'est tout ce qui, justement, ne va pas être technique. Évidemment, on passe sur la technique parce que c'est important d'en parler, mais la plupart du temps, c'est les solutions qu'on connaît déjà, pour lesquelles il y a des tutoriels, etc., sur la plateforme. Mais donc voilà, c'est comprendre finalement le modèle économique, le parcours de l'organisation, la structure juridique, les modalités qui font que ça marche, l'écosystème sur lequel elle s'appuie, etc., etc. Et quelles sont finalement les traductions de ces valeurs que j'ai présentées en introduction pour cette première question, dans un monde social, économique, collectif, en fait, à une échelle vraiment qu'on considère nous, du coup, être l'échelle, la bonne échelle ou le bon levier finalement de massification ou de transformation un peu profonde de la société, quoi. Donc voilà pour les projets. Et il y a quand même quelques autres activités plus transverses au Low-Tech Lab. Par exemple, depuis 3 ans maintenant, on accompagne un certain nombre d'antennes locales à se structurer. On fédère un réseau de Low-Tech Lab et d'associations qui se revendiquent de la même démarche, mais qui n'ont pas forcément la marque déposée, entre guillemets, même si ce n'est pas le cas. Donc, il y a des antennes ailleurs qu'en France, au Maroc, au Canada, en Grèce, du coup, en Allemagne, etc. Mais il y a aussi en France beaucoup le Low-Tech Lab Grenoble, Marseille, une antenne à Bordeaux, une antenne à Tours, une antenne à Boulogne-Billancourt. Aujourd'hui, on a un gros partenariat avec la ville de Boulogne-Billancourt et Comment une faire ces structure là-bas. antennes? C'est recenser les initiatives locales, accompagner les organisations locales dans ce genre de démarche. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? C'est un peu tout notre sujet aujourd'hui. On travaille beaucoup avec eux, avec elles, sur un peu vraiment les perspectives de ces organisations-là. Pour la plupart, c'est des associations au départ de citoyens, des gens qui se sont réunis parce que le sujet leur parlait, parce qu'ils étaient inspirés, ils voulaient passer à l'action. Et tant mieux, c'était l'objectif, entre guillemets, hein, de nos projets. Donc je pense que pour chacune de ces organisations, il y a d'abord une phase de tester par soi-même, monter en compétences, se former, se faire connaître, faire ensemble, etc., qui est hyper importante. Une sorte de forme de convivialité aussi et d'apprentissage, d'appropriation du sujet. Mais ensuite, nous, la perspective qu'on voit, c'est que typiquement, là, on a été dans le cadre de la première enquête du Low-Tech Lab, on a été à Nantes à la rencontre d'un acteur qu'on peut considérer être une antenne locale, un bon relais du Low-Tech Lab en local, qui fédère des citoyens, qui depuis 7 ans déjà expérimente des choses sur les low-tech. Et aujourd'hui, on voit que ces structures-là, ou en tout cas une structure mature comme celle-là, évoluent vers finalement un réseau d'acteurs de métiers professionnels qui ont créé leur propre emploi, voire commencent à recruter des gens sur de la production, de la collecte, de l'accompagnement, de la mise en place de circuits, que ce soit de circuits de fabrication de systèmes de chauffage low-tech en local ou de collecte de déchets de toilettes sèches en local pour en faire des engrais pour l'agriculture. Donc voilà, c'est vraiment, on pense que ces antennes-là sont finalement presque des berceaux ou des terreaux intéressants et qui ont été ensemencés depuis le temps et qui donc là peuvent servir en fait vraiment de catalyseurs un peu localement d'acteurs qui vont eux être vraiment des acteurs, j'ai envie de dire, structurants de filières locales, de production ou de collecte, de valorisation et même de propositions de services auprès d'un public plus large localement, quoi. Super, mais, bravo. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Non, de ce que vous faites, non, mais c'est très bien. Et puis, au final, vous avez énormément de ressources en termes d'information, de veille aussi sur les low-tech et un gros vécu. Donc, je pense que en France, vous êtes un des éléments déclencheurs aussi de cette démarche qu'on espère aller loin. Si on parle en pratique d'applications de low-tech que tu as pu voir, dont tu as pu témoigner et dont tu juges que ça a un gros potentiel de transformation à grande échelle,
On s'est dit qu'on n'a pas le temps de parcourir les centaines de low-tech et les dizaines de secteurs dans lesquels ça s'applique, mais juste pour un peu donner des exemples illustratifs, on a dit qu'on donnerait des exemples dans le domaine de l'habitat, de la cuisine, de l'énergie et de la mobilité. Donc, est-ce que tu veux commencer par le domaine de l'habitat, par exemple, d'inventions ou d'objets que tu as vus qui ont un gros potentiel pour transformer les choses? Ouais, carrément. Donc nous, il y a eu un certain nombre de technologies qu'on a documentées dans le cadre du projet de l'habitat, qui touchaient, par exemple, qui relevaient du domaine du chauffage. Au-delà, on ne s'est pas vraiment intéressé, même si évidemment il y a une démarche en cohérence dans tout ce qui va être éco-construction ou éco-rénovation, même une forme de conception de l'habitat qui soit le plus bioclimatique possible, donc passif, qui se serve voilà, des atouts du climat local ou des ressources naturelles locales pour être efficace finalement avec peu de moyens et peu d'énergie rapportée, etc. Donc il y a une démarche j'ai envie de dire dans le bâti qui se rapproche de ce que nous on peut qualifier de démarche low-tech. Notamment, il y a un collectif qui s'appelle Frugalité heureuse et créative en architecture, qui a été créé par Philippe Madec, Dominique Gauzin, etc., dont on se rapproche beaucoup. Mais donc nous, on s'est vraiment intéressé sur finalement ce qu'il y a dans l'habitat. Une fois qu'on a traité ce sujet, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc il y a le sujet du chauffage, il y a le sujet des déchets, de la gestion de l'eau, par exemple. Donc je parlais de toilettes sèches, mais aussi des déchets organiques, quoi en faire, pourquoi, etc. Du retraitement des eaux. Donc pour lister par exemple celles qu'on a eues, enfin celles qu'on a collectées, documentées et qu'on a utilisées ensuite dans cet habitat. Sur le chauffage, il y a un poêle de masse. Donc c'est comme un poêle à bois, mais qui le plus souvent déjà a la géométrie du foyer est un peu spécifique et permet d'avoir une combustion beaucoup plus complète que simplement face à une cheminée, quoi, avec la bonne arrivée d'air, avec très peu de fumée du coup qui s'échappe parce qu'en fait l'ensemble des gaz sont brûlés et donc l'ensemble des matières sont brûlées, etc. Donc ça, on parle de poêle fusée, c'est le nom de la géométrie en question, ou de rocket stove en anglais, qui sont des technologies relativement récentes, qui datent des années 70. Mais donc voilà, donc c'est un système de poêle très efficace et auquel on a, pour encore jouer sur l'efficacité et sur vraiment la réponse aux besoins qui est de se chauffer dans un habitat, et ajouter de la masse. Pourquoi? Parce que en fait, de chauffer très fort un poêle, donc d'avoir un poêle qu'on ne peut pas approcher tellement il est brûlant, et en fait, c'est pas forcément intéressant parce qu'une fois qu'il n'y a plus de feu, souvent ça tombe vite en température. Alors que se servir de la masse et de matériaux qui sont capables d'emmagasiner de la chaleur, comme une batterie, en fait, une forme de stockage de l'énergie, ça permet de l'utiliser beaucoup mieux, entre guillemets, ou beaucoup plus complètement. Et donc, on a à la fois une combustion efficace et du coup peu de ressources en biomasse, que ce soit en bois, en pellets, etc., pour créer de la chaleur. Mais ensuite, on utilise complètement toute la chaleur plutôt qu'elle s'échappe dans le ciel comme dans Bourdon à l'ancienne. Chauffer les étoiles, on disait. Donc voilà, donc ces systèmes-là, il y en a un certain nombre, ils sont très intéressants. Nous, on en a du coup documenté un qui est un petit poêle de masse, parce que c'est un poêle de masse qui est transportable, ce qui est rarement le cas. Un poêle de masse, c'est souvent fait pour être lourd et maçonné, et il y en a qui font 1 à 2, 3, 4 tonnes. En Russie, je crois ils dépassent des records de plusieurs, jusqu'à une dizaine de tonnes. Mais en tout cas, voilà un système, un principe en tout cas technique, on en parlait tout à l'heure en préparation, quelque part, en fait, ça va pas être un produit qu'on va pouvoir reconnaître à chaque fois. La low-tech, ça va finalement être plutôt une démarche et donc des principes techniques qui sont intéressants à utiliser, notamment dans un contexte de besoin de se chauffer, qui est un besoin essentiel sous nos latitudes. Donc voilà, le poêle de masse, c'est une solution qui nous paraît très intéressante. En quoi est-ce qu'elle semble un peu prometteuse? Aujourd'hui, en fait, si elle n'est pas exploitée, c'est parce que, de ce qu'on a perçu et compris, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres solutions de chauffage qui sont beaucoup plus poussées, promulguées, dont
l'accès est facilité, et c'est culturel. En fait, quand on change de pays, de région, il y a des exemples forts qui nous font nous rendre compte que, en fait, bah oui, pour nous, chauffer de l'eau, bah, c'est un chauffe-eau électrique ou un chauffe-eau à gaz, ça paraît évident. Mais en fait, il y a plein d'autres façons de chauffer de l'eau et pareil de se chauffer à la maison, il y a plein d'autres façons. Donc évidemment, c'est pour des raisons politiques, c'est souvent en réaction à des crises qu'il y a eu par le passé. Du coup, nos anciens ont développé des solutions qui nous ont transmis et que finalement, on n'a pas pensé à re-questionner, ou en tout cas, jusqu'à maintenant, on n'a pas forcément re-questionné. Mais comme je le disais, par exemple, en Russie, la solution de poêle de masse, en tout cas dans les pays de l'Est, est beaucoup plus diffusée. Pour l'instant, la plupart du temps par des artisans. Et nous, ce qu'on voit, c'est que d'artisans poêliers maçonnés, la FPMA, mais la plupart du temps, du coup, c'est des solutions qui sont relativement chères. Un poêle de masse, du coup, ça va coûter 10, 12, 15 000 euros. Alors que l'enjeu de la low-tech, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre, mais que ce soit installable à peu près partout, que ce soit pas seulement pour des habitats d'un certain type. Et donc voilà, donc il y a une espèce de trou dans la raquette, et c'est souvent le cas dans la low-tech aujourd'hui. Il y a des solutions qui existent, mais qui sont pas produites dans un mode de production, par exemple, qui soit cohérent avec la low-tech, ou qui sont particulièrement chers, ou qui sont... Et après, à l'autre opposé, il y a le do-it-yourself, l'autoconstructeur, le chantier participatif, parfois un peu plus... comment dire, enfin beaucoup moins cadré en termes de réglementation, ou évidemment avec beaucoup moins d'assurance, de garantie, de performance, etc. Et en fait, la plupart des acteurs qu'on rencontre autour de la low-tech, notamment autour des solutions de chauffage, sont des militants, vraiment c'est le mot, auprès d'institutions, auprès d'organismes comme l'ADEME, comme le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, etc., pour faire évoluer la réglementation, pour faire évoluer les normes, et permettre en fait d'exploiter cette espèce d'entre-deux, entre l'artisan qui met de luxe, c'est résumé, hein, il y a beaucoup d'artisans différents, mais voilà, la solution peut-être chère et un peu exclusive, et de l'autre côté, le côté do-it-yourself qui va peut-être certes me coûter moins cher avec un tutoriel sur Internet, mais qui va parfois être dangereuse ou des choses comme ça. Et ben, c'est de développer des parcours d'accompagnement à l'autoconstruction de solutions qui soient certifiées, mais qui soient des solutions libres, pas propriétaires, etc. Et que ces parcours d'accompagnement puissent être, par exemple, associés à l'expertise et quelque part aussi la garantie d'un artisan, mais sans que ça lui demande, lui, d'intervenir pendant un mois pour monter un poêle de masse, qui puisse venir à des moments clés un petit peu pour contrôler que voilà, cette construction, cette fabrication, elle suit bien les plans, qu'elle est bien sécurisée à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Et donc, on pense que là, il y a des leviers d'action qui, s'ils sont bien identifiés, s'ils sont bien accompagnés par des acteurs qui s'intéressent de plus en plus quand même à la démarche low-tech et à son potentiel d'autonomie, de résilience territoriale notamment, mais aussi d'économie en termes de coûts, enfin, c'est l'utilisation de ressources, etc. Voilà, s'il y a l'énergie qui est mise au bon endroit et finalement une certaine ouverture d'esprit dont peuvent faire ces différents acteurs qui sont clés, et ben, il y a vraiment des champs monstrueux je sais pas si c'est monstrueux, mais en tout cas des champs de développement de ces solutions à plus grande échelle. Oui. Et pour rester sur le chauffage et terminer sur l'habitat, l'autre solution qu'on trouve complémentaire et intéressante, c'est tout ce qui va être utilisation du soleil pour chauffer, parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, mais un panneau solaire, c'est pas forcément du photovoltaïque. Le gros de l'énergie que 1 mètre carré de surface au sol reçoit quand il est en plein soleil, c'est de la chaleur. Et donc, en fait, à peu près de la même façon que dans le poêle de masse, on peut très bien chercher à exploiter au maximum cette chaleur qu'on reçoit en installant face au sud ou face à l'est pour que le soleil du matin chauffe l'habitat, des systèmes qui consistent simplement à, sous une vitre, faire effet de serre, concentrer la chaleur sur un corps noir qui va être capable d'emmagasiner la chaleur par rayonnement solaire, contrairement à la masse qui tout à l'heure emmagasinait la chaleur de la combustion du bois, et à la restituer soit directement à l'air de l'habitat, c'est ce qu'on a documenté nous au travers de... C'est des solutions techniques qu'on qualifie parfois de murs trombes parce qu'ils ressemblent à des murs qui étaient inventés par un ingénieur, Félix Trombe, dans les années 70. Alors la plupart des low-tech, soit sont ancestrales, certaines, soit des années 70 parce qu'il y a eu le crack pétrolier, donc on a cherché des solutions alternatives à pas mal de choses.
Et donc, le mur trompe, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça parce qu'en fait, c'est des systèmes qu'on peut installer sur un mur existant. Donc, ça peut aussi être en rénovation ou quoi. Et donc, on parle par exemple de chauffe-air solaire, comme on a un chauffe-eau solaire. Et donc, c'est ce que je disais, ça peut chauffer soit directement l'air de l'habitat, soit l'eau chaude sanitaire, soit un fluide caloporteur pour aller chauffer un ballon, des choses comme ça. Et donc, ces solutions-là, elles sont rarement suffisantes toutes seules, puisque le soleil est intermittent. On sait que dans nos régions, et on est basé en Bretagne, bah, il ne fait pas tous les jours suffisamment beau pour avoir une douche chaude ou se chauffer simplement comme ça. Mais en fait, ça va être une bonne façon, encore une fois, de chercher la sobriété et de réduire sa consommation, par exemple de biomasse, ou pour le cas d'un chauffe-eau, par exemple, solaire, il va parfois avoir un relais électrique ou un relais à gaz, etc. Mais en fait, le plus on sera capable d'utiliser l'énergie du soleil qui nous arrive gratuitement et qu'on n'a pas besoin de transformer par de l'électrique, par de l'hydrogène, je ne sais quoi, pour l'exploiter en chaleur, le plus on pourra l'utiliser, le moins on aura besoin de consommer de ressources à côté, quoi. Donc voilà pour deux exemples sur l'habitat et de solutions qui nous semblent très prometteuses, qui ont eu quelque part à un moment leur heure de gloire. Et il y a eu tout un tas de labos de recherche du CNRS qui bossaient sur ces solutions-là dans les années 70. Et encore une fois, culturellement, du fait de l'histoire, de choix politiques, etc., n'ont pas été exploités à cette époque-là, mais qui aujourd'hui reviennent sur le devant de la scène et, bon, certes, ne sont pas très compatibles avec un certain nombre de normes actuelles qui sont juste pas pensées pour elles. Mais voilà, si on arrive à naviguer ou en tout cas à lever un certain nombre de freins à leur déploiement, il y a moyen que ce soit des solutions qui soient rapidement déployables dans le cadre de plans de rénovation, plans de construction de nouveaux habitats passifs, quoi. Très bien. Très économe. Est-ce qu'on passe à des exemples que tu peux voir dans le domaine de la cuisson, la cuisine? Ouais. Alors, le sujet, j'ai envie de dire alimentaire, assez largement, on l'a plus exploré on l'a un petit peu exploré dans l'habitat, mais on l'a plus exploré sur Nomades des mers. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est on va retomber sur les mêmes trucs parce qu'en fait, c'est les mêmes principes techniques. Donc, dans l'alimentation, on a creusé beaucoup de choses. On a creusé la petite culture très locale, très économe en ressources, en eau, en nutriments, ou qui utilise, par exemple, des déchets organiques transformés en engrais par un compost efficace qui s'appelle le bokashi, qui est une solution japonaise qui permet d'être très, très efficace dans l'utilisation des nutriments à partir de déchets organiques, ou dans des systèmes de biofiltres qui permettent de retraiter une partie des urines pour en faire de l'engrais grâce à des bactéries, des choses comme ça. Et finalement, voilà, très localement, on peut revaloriser des déchets, les utiliser pour nourrir des plantes ou des solutions alimentaires, enfin des cultures ou de l'élevage, puisque comme on l'a testé à plusieurs reprises sur le bateau, en fait, évidemment, réduire son impact tout en répondant de façon efficace à notre besoin à nous en énergie à travers l'alimentation, c'est souvent aller vers moins de viande et plus une alimentation végétale. Mais par exemple, on a testé l'élevage de grillons qui apporte beaucoup de protéines au kilo et qui demande très, très, très peu de ressources par rapport à l'élevage de bovins, par exemple, pour ne pas les citer. Mais voilà, donc il y a eu ces systèmes-là d'explorer sur vraiment la production alimentaire, j'ai envie de dire. On a testé aussi pour les plantes des systèmes d'hydroponie qui permettent d'utiliser très peu d'eau pour cultiver des plantes. Et derrière, ensuite, donc voilà, il va y avoir comment est-ce qu'on conserve, comment est-ce qu'on cuit, comment est-ce qu'on transforme de façon low-tech. Et sur ces sujets-là, sur le bateau et ensuite dans le cadre des enquêtes, par exemple, on a étudié les fours solaires. Donc, en fait, c'est à peu près le même concept que... Enfin, la cuisson, principalement, c'est de la chaleur. Le gros de l'énergie thermique qui nous arrive partout et qui est disponible gratuitement sans avoir besoin de la transformer en quoi que ce soit, c'est de l'énergie solaire. Donc, pourquoi pas l'utiliser? On pourrait croire que c'est une solution qui n'est viable que dans les pays du Sud. Il y a des associations comme Bolivia Institute Soleil qui se sont spécialisées là-dedans et ou Solar Brother ou des acteurs comme ça qui diffusent des solutions dans ces pays-là, solutions de fours solaires individuelles ou des choses comme ça. Nous, c'est ce qu'on utilise sur le bateau. Mais en fait, récemment, on a rencontré une organisation qui est internationale qui s'appelle Solar Fire Concentration,
qui a développé un modèle de four solaire qui a une échelle qu'on pourrait qualifier de professionnelle, qui depuis une dizaine d'années s'adresse aux pays du Sud en majorité, mais à l'échelle d'artisans, qui sont plus sur vraiment remplacer le feu de la maison, mais pour créer une activité économique, voire soutenir plusieurs emplois sur un seul four, et qui reste particulièrement accessible, très facile à fabriquer partout, etc. Et en fait, c'est en 2018 que un des membres de cette équipe qui est français, qui est basé à Rouen, en Normandie, qui s'appelle Arnaud Créteau, a eu l'idée ou l'envie ou le déclic de tester cette solution ici en France, et pas n'importe où, puisque c'est en Normandie. Donc, il suffit de s'intéresser un petit peu au rayonnement solaire et à la répartition du rayonnement solaire en France pour voir que c'est pas l'endroit le plus ensoleillé de France. Et pour autant, eh bien, ça marche très bien. Donc, il s'est fabriqué. Il a travaillé avec un acteur, un sous-traitant de l'industrie normande, une PME, une trentaine de salariés qui est spécialisée dans la chaudronnerie, parce que c'est un monde du travail du métal, hein, assez simple. En gros, leur solution, c'est pas les fours solaires qu'on a tendance à imaginer quand on s'intéresse un peu au sujet, c'est soit des boîtes avec des miroirs, en gros, hein, soit des paraboles pleines de miroirs. Donc, ça, les paraboles, en France, on a les plus gros fours solaires. Il y en a un, je crois, qui est plus gros au Pakistan. Mais parmi les plus gros fours solaires du monde, on les a en France, parce que dans les années 70, au moment où on explorait les solutions alternatives à la suite du krach pétrolier, eh ben, on s'est installé des gros labos, notamment dans les Pyrénées. Donc bref, c'est vraiment des paraboles monstrueuses, mais donc là, c'est pas le cas, c'est beaucoup plus simple. C'est en fait une série de miroirs de salle de bain, donc des bandes assez simples, qui sont installées en ligne, les unes à côté des autres, et qui sont simplement réglées, en fait, au départ, une sorte de pré-réglage de la machine, pour que chacun concentre sur un point, qui est la boîte isolée qui fait office de four. Et donc ce système-là, alors il l'a décliné à plusieurs échelles, sur plusieurs applications aussi, parce qu'en fait, on peut... Lui, il s'en sert pour cuire du pain et torréfier des graines, produire des produits à base de graines. Donc il est boulanger solaire, et un des premiers boulangers solaires en Europe, a priori. Il y en avait quelques-uns déjà en Afrique, par le biais des actions de Solar Fire Concentration, mais lui, c'est le premier en Europe. Mais on peut imaginer toutes les applications en fait, agroalimentaires, de transformation alimentaire, qui permettent de conserver souvent les aliments à partir de chaleur. Donc la conserverie, la pasteurisation, mais aussi on pourrait imaginer des brasseries solaires, etc. Et lui, la preuve de concept qu'il en fait, c'est pas seulement que ça marche en Normandie, c'est qu'il arrive à en vivre très bien, il est rentable. L'investissement au départ est très peu coûteux, donc lui, il s'est procuré sa machine content, comme on dit. Enfin, il n'a pas eu besoin de faire appel à un prêt bancaire comme un boulanger qui s'installe a sûrement besoin de 200 000 euros d'investissement au départ pour s'équiper. Donc il a évidemment eu une démarche qui était complète, hein, mais en tout cas, voilà, c'est la preuve qui fait que ça marche. Et donc, ça marche sur cette activité-là. Non seulement c'est réplicable après partout, là, lui, ses produits, ils sont de qualité, ils sont sains, ils sont, entre guillemets, sympas avec cette histoire-là aussi. Il a eu besoin de quelques mois pour se faire sa clientèle, et aujourd'hui, il n'a pas besoin de plus. Donc, il y a de la place pour d'autres. Et c'est un peu le déclic qu'ils ont eu avec du coup les collaborateurs, là, le sous-traitant industriel, Solar Fire Concentration, etc. Ils se sont dit, mais il faut qu'on puisse proposer à toutes les personnes qui sont en manque de sens, en recherche de reconversion, qui veulent aller vers quelque chose qui fait souvent plus sens, qu'est l'alimentation. Donc beaucoup d'ingénieurs qui sont en recherche de sens, voilà, qui ont des réalisations sur la non-durabilité de leur secteur et qui cherchent autre chose. Et, ma foi, il y a des opportunités aussi pour ces gens-là, si tant est qu'il y a un modèle économique derrière, mais cette personne dont tu parles, pour lui, c'est le cas. C'est ça, complètement. Et donc nous, c'est vraiment tout le sujet des enquêtes, en fait, c'est d'aller comprendre justement comment est ficelé le modèle, comment ça marche, est-ce que ça marcherait ailleurs, quelles ont été un peu les astuces ou les clés de réussite de ce secteur-là. Question et en même temps, eux ont la même démarche, ils ont du coup. Ouais, pardon, les matériaux pour ce four peuvent être sourcés localement à partir de matériaux récupérables. Enfin, voilà, ça vient d'où? Alors là, en l'occurrence, le modèle qui est... Donc eux, le Solar Fire Concentration, au départ, détient finalement juste simplement le concept, le design de ce four solaire.
ils le diffusent dès qu'ils peuvent à un certain nombre d'ONG ou de partenaires dans les pays du Sud. Et il est pensé pour être fabricable n'importe où. En gros, à partir du moment où il y a quelques machines, outils, mais très simples, de quoi percer, couper, plier, et de la tôle et du tube d'acier. Ouais. Donc, et des miroirs. Donc ça, c'est dans cet objectif-là qu'a été pensé le système. Donc déjà, on peut imaginer qu'il n'est pas compliqué à fabriquer n'importe où. Maintenant, en France en particulier, cet acteur qui s'appelle CPM Industrie, qui est le chaudronnier, enfin la PME de chaudronnerie, qui a fabriqué la première machine d'Arnaud et qui aujourd'hui du coup s'associe à Solar Fer Concentration pour être capable de produire sur commande ces fours solaires professionnels. Eux, leurs principaux fournisseurs donc d'acier sont dans les Hauts-de-France, il me semble. Et en fait, le gros de leurs fournisseurs sont normands. Donc on peut vraiment parler d'un four solaire à concentration professionnelle qui soit à destination de l'artisanat solaire globalement en France, avec une diversité évidemment de rayonnement, d'applications, de culture aussi. On fera peut-être plus des crêpes en Bretagne et de la bouillabaisse ailleurs, enfin j'en sais rien. En tout cas, il y a un nombre d'applications vraiment diverses, mais avec un objet qui est aujourd'hui fabriqué en France, qui fait vivre une partie de cette petite filière locale normande française. Donc non, c'est intéressant et vraiment là le potentiel est monstrueux en fait quand on se rend compte que le très très gros des applications même de l'industrie, la petite industrie, c'est de la chaleur qu'on a tendance à produire soit à partir d'énergie fossile, rapportée de je ne sais où, extraite de je ne sais où, raffinée je ne sais comment, etc. Ou parfois pire à partir d'électricité, ou enfin je veux dire pire d'un point de vue énergétique. Et ben en fait là, on se rend compte que voilà, on pourrait passer entre guillemets un certain nombre d'applications à différentes échelles à ce type de solution. Alors certes, ça demanderait de revoir nos habitudes, nos façons de faire, peut-être de plus être dans un mode de production qui est entre guillemets on-off, quoi. J'allume, je fais tourner le plus possible et c'est tout. Bah non, peut-être que là il faudra ajuster, s'adapter à la météo, ou peut-être même relocaliser certaines industries en fonction du rayonnement solaire. On peut imaginer plein de choses. Mais par contre, un truc un petit peu comme ça punchline, c'est que un four à concentration solaire, il n'y a pas de limite de température qu'on peut obtenir par concentration solaire. La limite théorique, c'est la chaleur qui est à la surface du soleil, donc c'est chaud. Et donc on peut imaginer, il y a déjà des papiers de chercheurs là-dessus, sur faire de la métallurgie solaire. Donc ça fait partie, c'est a priori, ou à notre connaissance et à la leur, le seul système technique de production d'énergie, je ne sais pas si on peut parler de production d'énergie, mais en tout cas de mise à disposition et transformation de mise à disposition de chaleur, qui, en fait, qu'on peut fabriquer à partir de lui-même. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer fabriquer des fours solaires avec des fours solaires. Et donc là, il y a plus de dimension évidemment, là, on se réapproprie le système technique de part en part, on se réapproprie la chaîne d'approvisionnement ou la filière, ou complètement. On maîtrise tous les tenants et les aboutissants. Et en plus, une fois qu'on a acquis un four solaire, on est aussi beaucoup plus indépendant d'un point de vue technique. C'est une force de la low-tech, et c'est souvent quelque chose qui est rappelé, c'est qu'en fait, rien que de me fabriquer des toilettes sèches, par exemple, ou un garde-manger, on peut rester sur la partie alimentaire, voilà, plutôt qu'un frigo, un garde-manger pour beaucoup de choses, avec différentes ambiances, adaptées aux différents produits, etc. Et bien en fait, de me fabriquer un garde-manger ou de me fabriquer des toilettes sèches, rien que le processus de le dimensionner, de savoir pourquoi, qu'est-ce que je vais mettre dedans, etc., on est en train de changer de point de vue sur beaucoup de choses et de remettre en question des systèmes techniques qu'on ne remettait pas en question. On ne remet pas en question le fait d'avoir un frigo, de mettre ses produits dedans. On ne remet pas en question le fait d'avoir des toilettes et de tirer la chasse et que ce soit de l'eau potable qui parte à la poubelle. Bah si, en fait, en réfléchissant, en touchant un petit peu du doigt ces sujets-là, on commence à visualiser, à prendre conscience de ces systèmes techniques qui nous enchâssent et qui nous entourent et dont on est extrêmement dépendant. Et donc, quelque part, tout de suite, on se positionne dans une posture de réappropriation, de quête un petit peu d'autonomie, sans parler d'autonomie individuelle, survivaliste, mais plutôt voilà, collectivement, comment est-ce qu'on peut beaucoup mieux maîtriser et être plus résilient à l'échelle, par exemple, des territoires sur un certain nombre de systèmes techniques. Et vraiment,
les profils qui s'intéressent, par exemple, à ces fours solaires à concentration à l'échelle professionnelle, là, c'est des personnes qui sont pas forcément aisées, mais qui, justement, aimeraient être indépendants, aimeraient être un peu autonomes financièrement, ne pas avoir à dépendre de la facture d'EDF pour faire leur activité, ou de l'approvisionnement, je ne sais quoi, ou d'un banquier, parce que du coup... donc, c'est vraiment, quelque part, se approprier des choses et être un peu plus libre dans ses actions, et un peu plus serein, quelque part, parce que comme on est moins dépendant de plein de choses, on est moins fragile aussi, et donc on peut se projeter, et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est quand même du luxe, entre guillemets, de pouvoir se projeter. C'est D'autant plus passionnant, quand on hein. répond à des besoins de base. C'est passionnant. J'avoue, je découvre un peu tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle peu et ce que tu dis est fascinant. Je déplore qu'on ne soit pas mieux informé de ces sujets. Alors moi, ça fait un moment que je m'intéresse à l'écologie. Ça s'est encore plus accéléré depuis quelques années. Alors voilà, chaque année aussi, je découvre un sujet que j'avais sous-estimé. Là, pour celui que tu évoques, on est de l'ordre de quelques semaines. Hein. Donc, beaucoup à découvrir et je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations qui circulent genre dans les infos, dans les nouvelles. Voilà, telle entreprise, la success story que tu viens d'évoquer, donc c'est dommage, mais je veillerai à ce que ce soit un peu mieux, avec mes tout petits moyens, à ce que ce soit un peu mieux diffusé. Merci pour ça. Si on passait au domaine de l'énergie, alors qui est un peu transverse et présent partout, hein, tous les exemples que tu donnes jusqu'à maintenant font appel à des questions énergétiques. Après, dans le domaine particulier de la production d'énergie, là, est-ce que tu pourrais nous évoquer quelques exemples de low-tech que tu perçois comme ayant un fort potentiel? Alors, pour être tout à fait honnête, je pense que je n'ai pas d'exemple plus, quelque part, c'est pas plus troublant, mais plus fort que celui de cette potentielle économie, en fait, qui pourrait tourner sur une énergie solaire directe, décentralisée, Ah oui. à peu près à toutes les échelles et sur beaucoup d'applications. C'est vraiment la philosophie de l'organisation qu'on a découverte, la Solar Fire Concentration, qui dit, mais en fait, pendant très longtemps, nos systèmes humains, sociaux, économiques dépendaient principalement de l'énergie du soleil qui tombait dans les champs et qui permettait de produire de la nourriture et donc de nourrir la population. Elle était tellement dépendante de cette énergie que 90% des personnes vivaient en campagne et c'était leur boulot que de transformer l'énergie solaire en alimentation pour se nourrir elles-mêmes et avec le peu de surplus, un peu les autres, ou ceux qui avaient les moyens. Et donc, ils font une lecture complètement énergétique de l'histoire des civilisations. Et par exemple, donc voilà, ils analysent un certain nombre de... Donc c'est Eric Vicens qui a été un peu à l'initiative de ce projet-là au départ, Solar Fire Concentration, et qui réfléchit beaucoup à ces sujets-là. Mais je trouve l'histoire est finalement le truc vraiment... comment dire, emblématique de la logique, je trouve, ou du potentiel que représente la low-tech. Donc voilà, on part de ça. Les quelques, je ne sais pas si on peut dire métropoles, mais en tout cas grandes civilisations, comme on a eu Rome ou d'autres, en fait, se sont souvent faits à des endroits de carrefours commerciaux où c'était possible de taxer les échanges, donc d'accumuler des richesses, et après de se permettre, entre guillemets, de faire venir de très loin énormément de ressources, mais sans pour autant fondamentalement déséquilibrer le rapport campagne-ville. Et c'était souvent vraiment au détriment de qualité de vie ou des milieux naturels environnants et presque parfois un peu plus loin. Jusqu'à ce que, évidemment, énergie fossile, où là, du coup, il y a une énergie qui est beaucoup plus localisée, parce qu'il y a des gisements, même si à une époque, il y en avait pas mal. Mais elle est encore plus centralisée par le phénomène le coût, en fait, d'exploitation, d'extraction, de transformation de ces énergies. Alors, au départ, pareil, qui étaient faibles, mais qui, on le sait, et je pense que les gens qui regardent Plan B le savent mieux que moi. Voilà, le taux de retour énergétique des énergies fossiles n'a pas arrêté d'augmenter, donc le coût d'investissement aussi. Et finalement, du coup, des systèmes, les économies d'échelle ont joué leur rôle. Donc aujourd'hui, une raffinerie, un port pétrolier, il y en a encore moins que des stations d'extraction de gaz ou de pétrole. Donc finalement, on concentre énormément le gros de l'énergie que l'être humain va utiliser et dont il va avoir besoin pour
pour vivre, pour mener cette activité à peu près à tous les niveaux. Et à partir du moment où on a énormément concentré l'énergie, on se retrouve face à un dilemme qui est que déplacer de l'énergie, ça coûte de l'énergie. Donc, on va devoir tout concentrer. Si on veut que ce soit rentable énergétiquement, il va falloir que les gens vivent dans des villes, idéalement pas trop loin des ports pétroliers, ou qu'il y ait un fleuve, quelque chose qui permette d'y accéder rapidement. Donc, typiquement, Le Havre, ça a été sans longtemps pour Paris. Et voilà. Et donc, ce mode de fonctionnement-là, il change, enfin comment dire, il rend obsolète quelque part l'agriculture, puisque s'il faut plus que les gens soient en campagne, il faut que les gens soient concentrés, qui va se charger de produire l'alimentation? Parce que c'est pas dans les villes qu'on peut produire l'alimentation, même si on a de l'énergie fossile. Donc il va falloir qu'il y ait peu de gens, mais entre guillemets, une énorme dépense énergétique, pour le coup fossile, puisque c'est très loin, c'est très décentralisé, les terres agricoles, qu'on le veuille ou non. Et donc, on va chercher à, pareil, économie d'échelle, rentabiliser, rationaliser l'agriculture, quoi, quelque part. Et en fait, ça marche pas forcément. Donc, en fait, on va devoir mettre des intrants, on va devoir mécaniser, on va devoir, etc., etc. Et aujourd'hui, je crois que on dépense 9 à 10 calories d'énergie pour en produire un alimentaire. L'alimentation, ouais. Voilà. Et donc, en fait, eux, leur perspective, leur vision, c'est quelque part, jusqu'à maintenant, on n'avait pas d'énergie comme l'énergie solaire à concentration. C'est pareil, hein, c'est une solution qui est finalement assez récente. Je ne sais pas si on peut parler d'innovation. Il y a des gens qui décrivent le mot innovation parce que voilà, aujourd'hui, il est rattaché à beaucoup de choses. Il y a des gens qui l'adulent et il faudrait le garder parce que justement, c'est innovant. Il y a besoin de recherche scientifique, c'est le cas. Il y a besoin de travaux. C'est pas non plus comme ça, entre guillemets, qu'on va passer à la low-tech. Mais voilà, c'est des solutions relativement récentes. Donc jusqu'à maintenant, on n'avait pas cette solution, même si on sait qu'avec une loupe, on peut faire du chaud depuis longtemps. Il n'y a jamais eu ce potentiel, entre guillemets, un peu de passage à l'échelle de l'énergie solaire à concentration, donc l'énergie solaire directe, la chaleur directe du soleil, concentrée et utilisée pour des applications énergétiques qui sont quelque part une grosse partie des applications énergétiques qu'on a aujourd'hui dans notre société. Et donc, on peut très bien imaginer que du coup, on redécentralise, entre guillemets, puisque le soleil, pour le coup, tape toujours après partout où il tapait avant dans les champs. Et donc, on évite ces phénomènes de concentration, qu'on évite ces phénomènes de concentration de richesse, de pollution. On le disait, les villes sont polluées, oui, parce qu'en fait, c'est là qu'on concentre la consommation d'énergie. Mais aussi de concentration de pouvoir, par exemple, des choses comme ça, qui sont peut-être parfois après problématiques. Donc bref, donc ça c'est typiquement sur le sujet de l'énergie, vraiment, j'ai envie de dire fondamentalement de l'énergie, il y a ça. Après, en termes de solutions techniques qui peuvent être des compléments, qui peuvent être des à côté, qui peuvent être, parce qu'évidemment, ça ne va pas être une solution qui va tout remplacer. Il va falloir que ce soit multiple, pluriel, divers. Nous, ce qu'on a documenté, qui nous paraît intéressant aussi, c'est tout ce qui va être des solutions à la bonne échelle, encore une fois, pour éviter parfois certaines incohérences. La transformation de déchets alimentaires ou agricoles en biogaz par des bactéries qui, en gros, sont les mêmes que celles qu'on trouve dans les ventres des vaches, sauf qu'on évite que le méthane s'échappe et aille réchauffer l'atmosphère. C'est ce qu'on a utilisé, nous, par exemple, dans l'habitat low-tech. On avait un biodigesteur qui, à cette échelle-là, de quelques habitants, n'est pas très intéressant. C'est quand même intéressant à une échelle collective, mais voilà. Mais il y a l'équivalent, par exemple, sur les déchets plastiques. Il y a des solutions de pyrolyse du plastique qui sont intéressantes. On peut transformer un certain nombre de déchets plastiques, et quasiment tous, en fait, les retransformer, entre guillemets, en carburant, puisque au départ, c'est du pétrole, ou en tout cas des dérivés de pétrole. Et ça, dans des solutions qui sont, encore une fois, bien pensées, qui ne sont pas trop non plus... j'ai envie de dire bricolé parce que en fait il y a des fuites, il y a des pertes, il y a des machins, etc. Donc c'est au-delà du fait que c'est dangereux, c'est plus forcément intéressant d'un point de vue environnemental si finalement il y a je sais pas combien de gaz qui s'échappent et que c'est pas forcément pertinent. Donc mais pour autant dans un système un peu maîtrisé et qui reste simple et qui sont efficaces, et on peut je pense qu'on a largement de quoi faire tourner encore un certain nombre de machines qu'on aurait besoin de faire tourner plutôt à des énergies comme celle-là ou des carburants transportables plutôt qu'à des concentrateurs solaires, par exemple, fixes. Et donc, on pourrait utiliser de la pyrolyse du plastique ou encore le retraitement d'huile alimentaire ou des choses comme ça. Mais encore une fois, il y a une question d'échelle qui est extrêmement importante parce qu'on voit ce qui a été développé par des grands pétroliers dans le domaine.
les centrales auxquelles je pense sont tellement surdimensionnées pour que ce soit rentable que finalement, il faut importer de l'huile de partout plutôt que de prendre le temps localement de collecter. Donc voilà. Et après, il y a évidemment se débarrasser d'un certain nombre d'usages de l'énergie. Ça, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas insisté et peut-être que je peux rapidement quand même le placer. C'est que cette quête est-ce que j'en ai vraiment besoin, cette recherche de sobriété, quelque part, elle pose beaucoup de questions sur l'énergie. Aujourd'hui, par exemple, sur la mobilité, c'était un peu le sujet d'après, mais déplacer 1,8 tonnes de ferraille électronique pour déplacer une personne sur peu de kilomètres, on le sait, c'est peu pertinent. Alors, c'est peut-être très adapté à d'autres usages, je ne dis pas, mais en l'occurrence, pour la majorité des usages, on a un paradoxe complet, ou je sais pas, une déconnexion complète entre le besoin, c'est déplacer 80 kg sur 10 bornes. Je crois que le déplacement quotidien moyen, c'est à peine plus que ça, ou même moins que ça peut-être. Sur 10 bornes, à une vitesse qui va rarement au-dessus de 50 bornes, 50 km/h, et on utilise pour ça 1,2, 3, 4 tonnes en moyenne. Voilà, ça paraît démesuré quand on pense recul là, mais en plus, c'est pour aller dans les bouchons, c'est pour aller dans la pollution, c'est pour aller donc. Bon, mais remettre en question sa consommation de l'énergie, c'est par exemple, pour revenir au sujet des déchets et de l'agriculture, la quantité de gaz, je crois que c'est plusieurs pourcentages de la production de gaz, enfin, de l'extraction de gaz naturel, je pense, en tout cas fossile, mondial, qui est utilisé pour produire des engrais, de l'ammoniac, des engrais azotés, etc. Alors que pendant très longtemps, et à Paris jusque dans les années, je crois, début du 20e, on revalorisait 50% des déchets de la ville pour en faire des engrais azotés, notamment l'urine Ah, oui, oui. Après, il n'y avait et pas une de source de... médicaments, de perturbateurs endocriniens dans tout ça. Mais oui, ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, la réutilisation des boues d'épuration, la réutilisation du compost venant des villes. Non, c'est sûr, c'est là qu'on voit que tout est enchâssé, en fait. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre parce qu'effectivement, je dis n'importe quoi, on fume, on boit de l'alcool, on prend la pilule, et donc ça marche moins bien. Mais pour autant, il y a des choses à se réapproprier. Par exemple, là, une organisation qu'on va avoir s'appelle la Fuménerie. Donc, on parle le mois prochain à la rencontre pour la troisième enquête du Lotec Lab. La Fuménerie basée à Bordeaux, qui restructure ils appellent ça une filière de gestion circulaire des excrétas. Ils travaillent avec un laboratoire qui s'appelle Okapi, qui est spécialisé sur le sujet, des systèmes d'alimentation et d'excrétion durable et circulaire des villes. Ils parlent que de sujet des villes, donc c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Oui, mais les toilettes sèches à Paris, voilà, c'est pas du tout possible, etc. » Justement, eux, ils ont pris le pari. Et donc, ils mettent à disposition des toilettes sèches à séparation, qui permettent de récupérer l'urine séparément des excréments, d'un certain nombre de particuliers, d'entreprises en ville à Bordeaux, et je ne sais plus quelle est l'autre ville à côté qui fait partie de la métropole. Et ils les collectent une fois par semaine. On va découvrir, nous, un peu le détail de tout ça, mais en tout cas, de ce que j'en comprends, c'est intéressant à ce niveau-là. Donc, ils les collectent eux-mêmes et ils les redistribuent à des composteurs pour les excréments et à des fabricants d'engrais, qui s'appelle un fabricant d'engrais qui s'appelle Toupie Organics, pour l'urine, pour la vendre derrière à les agriculteurs du coin. Donc évidemment, peut-être qu'il y a tout un volet qu'on va découvrir, sensibilisation sur qu'est-ce qu'il faut éviter, ou quand je dis n'importe quoi, quand je prends des antibiotiques, et tant pis, je ne vais pas dans ces toilettes-là, je vais dans d'autres, ou des choses comme ça. Mais voilà, en tout cas, il y a des expérimentations qui commencent à se faire. Et là, pour le coup, on ne parle pas de quelqu'un qui a installé les toilettes sèches dans son appartement en mode sauvage et qui va les vider dans un jardin. Non, ça serait organisé. On parle d'une filière qui se structure avec l'aide du département, qui est très intéressée par cette démarche-là, qui reste citoyenne, qui associe tout un tas d'acteurs à différentes échelles, etc., etc. Super. Et qui va permettre du coup d'éviter autant d'énergie. Bien sûr. Non, avec tout ce que tu dessines, effectivement, c'est plutôt rassurant quand même sur notre capacité à
reposer sur les ressources locales qu'on a pour faire face aux défis à venir. Néanmoins, bon, reste le sujet de la mobilité. Imaginons qu'on fait un peu tout ce que tu dis, on adopte des comportements plus sobres, on a besoin de transporter moins de trucs et de se transporter moins loin avec des engins moins lourds. Il y aura quand même besoin d'engins et un minimum d'énergie pour se bouger. Donc, quels sont, là, à nouveau pour ce dernier volet, et pardon, il nous reste une dizaine de minutes après quoi je dois aller à un rendez-vous. Ok. Est-ce qu'on peut aborder ce volet de la mobilité avec ce dont tu as pu témoigner et dont tu juges que ça a beaucoup de potentiel, et sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est peut-être pas forcément non plus des grandes inventions où il est besoin de réinventer la roue. Ou pardon, il peut s'agir de choses où on est en train, en fait, pardon, en quelque sorte, de réinventer la roue. Ouais, alors je pense que la démarche tech, ça va être à nouveau un peu comme la démarche Negawatt, peut-être pour ceux qui passent à parlera. La première question, c'est à chercher à réduire en fait le besoin de mobilité. Aujourd'hui, on a besoin de se déplacer, on a besoin de déplacer des choses parce que, pour parler de mobilité personnelle, individuelle, on a besoin de se déplacer parce qu'on habite loin, par exemple. Donc, il y a toute une pensée de l'urbanisme, de l'espace, de l'habitat collectif, etc., qui évidemment a été possible grâce à la voiture et finalement aujourd'hui rend obligatoire la voiture. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas énormément d'initiatives, et notamment dans ces milieux-là, que ce soit de la part des collectivités ou de la part des urbanistes, des architectes, etc., pour vraiment œuvrer à déconcentrer en fait les grosses métropoles qui, là j'étais à un séminaire de l'ADEME sur le sujet de la mobilité low-tech en Ile-de-France, et en fait la conclusion de l'ensemble des experts qu'ils avaient rassemblés, c'était même un projet comme celui du Grand Paris qui est censé voilà, saturer, je sais pas comment dire, c'est peut-être pas ça, dédensifier, fluidifier les échanges, etc., faciliter, etc. Et ben en fait, effet rebond, plus on va pouvoir fluidifier, plus il va y avoir de déplacements, et donc plus il va y avoir de gens à se structurer autour des nouveaux flux ou des nouveaux réseaux, et donc ça va resaturer. Donc en fait, on va que participer à concentrer et à densifier encore plus. Certes, on va avoir la sensation qu'au début, mais ce sera que temporaire. Donc l'enjeu, il est plutôt culturel, à dire non, l'avenir ou ce qu'on doit désirer collectivement, ce qui doit être valorisé socialement, etc., c'est pas un pavillon super loin de tout, individuel, etc. C'est plutôt une vie collective. Donc il y a beaucoup de choses autour de l'habitat collectif, l'habitat participatif. C'est Philippe Biwix aussi qui parle beaucoup de densifier l'usage du bâti existant. Comment est-ce qu'on peut il y avait des simulations qui disaient pourquoi pas limiter le nombre de mètres carrés. Alors, bon, je ne suis pas fan, moi, du volet un peu, c'est plus Philippe Biwix qui prône ces leviers-là, mais le côté un peu, voilà, réglementation dure, on bloque tant, on limite à temps, etc., etc. Mais en tout cas, même en termes de culture, dire que l'idéal d'organisation sociale, c'est le centre-bourg vivant, dense, certes un petit peu les uns sur les autres, entre guillemets, ou en tout cas des habitats qui peuvent être petits, mais aujourd'hui, avec les technologies qu'on a développées, les connaissances fines, justement, des comportements des bâtis, de l'habitat, etc., on peut rendre ces espaces très agréables, et on le sait, il y en a qui le font, en isolant, machin, etc., en ouvrant la lumière, bref. Mais en tout cas, imaginez une vie collective qui soit celle-là, et qui, du coup, la plupart des choses, des services, soit relocalisés, soit accessibles en vélo, soit accessibles en transport en commun, encore faut-il les utiliser, parce que sinon ça peut être aussi un peu aberrant. Mais voilà, et ben ça va beaucoup plus nous faire aller vers une forme de sobriété de transport, de déplacement et de gabegie énergétique qui va avec, que finalement de dire, bon, bah, il va falloir remplacer le moteur thermique par un moteur électrique ou le moteur thermique par un moteur à hydrogène, donc il y a la même chose. Ou bien même de dire qu'il va falloir tout passer au vélo. En fait, tout passer au vélo, oui. Enfin, aujourd'hui, si moi j'habite, si j'ai misé sur le projet du Grand Paris et que j'habite d'un côté de Paris avec le périph' à prendre, ou je sais pas ce qu'ils vont faire, mais l'extra périph', les tramways très loin, etc., en vélo, bah non, ça rend les choses compliquées.
Donc c'est plus de l'ordre culturel, je pense. Ça fait partie de nos expérimentations, nous aussi, et on voit des acteurs qui se positionnent sur ces sujets-là. Mais à l'échelle individuelle, il y a vraiment moyen, en fait, en décalant un petit peu les imaginaires et en essayant d'investir et de rendre désirable aussi, ou en tout cas de se rendre à soi-même désirable d'autres idéaux de mode de vie pour se débarrasser complètement de la voiture. Et ça, c'est intéressant. Donc ça, c'était vraiment pour la partie mobilité personnelle. Après, je pense que un déplacement, un transport utile, ça va rester le transport de biens pour une grande partie, même si, à nouveau, on peut diviser par je ne sais combien les distances parcourues parce que on œuvre à une plus grande résilience alimentaire des territoires, donc à une relocalisation de la production agricole. La même chose, là, je crois qu'il y a le France Tiers-Lieu qui lance un programme autour des manufactures de proximité pour pouvoir refabriquer un certain nombre de choses. Il y a pas mal de labels sur Paris aussi qui s'emparent de ça. Ça reste pour l'instant sur des petites choses, mais en fait, c'est des tendances qu'on peut identifier. Ça a commencé à une époque par les Fab Labs et les Hyper Cafés, etc. Mais quelque part, avec vraiment une activité de collecte, de tri, de valorisation, de réemploi, de réutilisation d'un certain nombre de matières premières, que ce soit du BTP, du métal, du bois, etc., comme on le voit se structurer à certaines échelles. On parle de plus en plus de métabolisme urbains ou territoriaux ou quoi, et d'activités de production d'objets qui soient à nouveau low-tech, utiles, robustes, réparables, etc., localement. Je pense que de facto, enfin, mathématiquement, on se débarrasse de 90% de l'énergie qui est dépensée dans les porte-conteneurs, dans les paquebots qui nous amènent le soja du Brésil pour nourrir nos bovins ou nos cochons bretons, même les camions qu'on voit partout qui nous Il y a amènent énormément de à peu près tout marge. ce dont on dépend aujourd'hui. C'est sûr, la bonne nouvelle, quand il y a de tels niveaux C'est de ça. consommation non nécessaires, c'est qu'il y a de la marge pour faire des progrès. Tu me disais aussi en préparation, ça m'a frappé l'esprit, que beaucoup de moyens, enfin beaucoup de ce qui est du sport actuellement, jadis, c'était en fait des moyens de transport. Donc Hmm. la voile, le cheval, le vélo, le canoë, le ski, tu me disais même. Bon, c'est vrai que ça fait réfléchir. Et que quelque part, quand on parle aussi de modèles économiques et de transformation des entreprises, qu'il peut y avoir convergence entre des entreprises œuvrant dans le sport et les usages en termes de mobilité. C'est intéressant, je trouve, comme Hmm. perspective. Ouais, complètement. En deux mots, nous, c'est un exercice qu'on a mené de prospective avec Decathlon d'un côté, avec certaines marques au sein de Decathlon, parce que c'est quand même une entreprise qui est assez horizontale. Mm. Euh, et vraiment, il se pose des questions sur finalement, est-ce qu'il y aura encore du sport dans 20-30 ans si on est à plus de 3 degrés et comme on le voit pour les JO au Moyen-Orient, ça devient compliqué de courir sur une piste quand il fait trop chaud. Et est-ce que finalement, on n'aura pas moins de temps, moins de moyens, moins l'envie, j'en sais rien, parce que la situation sociale ou économique sera compliquée de faire du sport. Par contre, on aura toujours besoin de se déplacer et on le voit. Le vélo, ça a été. Moi, mes grands-parents partaient en vacances en vélo. Mm. Ils étaient de région parisienne. Puis ça a été, moi, quand j'étais petit, le cycliste du dimanche dans une tenue un peu fluo et bien moulée. Et aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup de gens qui se réapproprient le vélo pour aller au travail, pour aller chercher du pain, pour aller faire les courses, etc. Donc, et Decathlon, d'ailleurs, aujourd'hui, propose des vélos qui sont robustes, la plupart, ou en tout cas rapidement, et qui proposent d'entretenir ou de réparer au sein des Decathlon, des magasins Mm. Decathlon. Decathlon, c'est aussi, au-delà de la connaissance fine qu'ils ont ces sports, ces pratiques, ces équipements techniques, etc., ils ont un réseau de magasins, donc de lieux qui peuvent équiper pour s'auto-fabriquer ou pour fabriquer à partir de kits, j'en sais rien, ou même réparer simplement des objets de mobilité du quotidien qui peuvent être d'une mobilité beaucoup plus active, effectivement, et entre guillemets, sobre en énergie, en tout cas fossile, que ce qu'on imagine aujourd'hui. Et donc, c'est sûr que c'est pas le même imaginaire qu'on sera tous en trottinette électrique ou en véhicule autonome, et où en fait, il y a
il y a un nouveau décalage entre finalement le besoin et la quantité de ressources d'énergie qui est déployée pour y répondre, quoi. Je crois que les trottinettes électriques, leur durée de vie au départ, c'était pas un mois, quoi. Donc quand on imagine la quantité de métaux qu'il y a dedans qui vont à la poubelle, je crois que c'est l'ADEME. Nous, on travaille avec les fabriques de l'ADEME qui sont en train de monter un programme sur le réemploi des moteurs de trottinettes, parce que ils ont servi 30 jours et ils sont mis à la casse. Il faut qu'on puisse en faire des choses, quoi. Super. Donc voilà, c'est pas la même logique. C'est un très beau tour d'horizon, hein. Je te remercie. Il y aurait, je pense, tellement d'autres choses à dire. Il y a des low-tech, il y en a des centaines, mais les illustrations que tu donnes, déjà, on voit les vastes chantiers qu'il y a devant nous et le nouveau paradigme que ça dessine. J'ai entendu aussi pas mal de choses sur les leviers à activer pour passer à plus grande échelle. Tu en as évoqué pas mal, des leviers en termes de développement de nouveaux modèles économiques, des leviers en termes de changement culturel et de comportement et de récits sur nos modes de vie. Tu as parlé de leviers réglementaires, notamment pour le domaine de l'habitat, les normes, etc. Tu disais aussi qu'on a parfois des outils administratifs, institutionnels qui sont un peu calqués, configurés sur le monde d'avant et pas forcément adaptés à tout ce qu'on évoque là. Donc, du côté non technique, en quelque sorte, si je comprends bien, enfin, tout existe déjà, toutes les inventions, les technologies existent déjà, parfois depuis des millénaires, et les freins sont plutôt non techniques. Et puis, tu as aussi évoqué des leviers en termes d'innovation. Enfin, je pense que le solaire à concentration, qui est plutôt encore au stade de la recherche, c'est un très, très bon exemple. Et si effectivement on arrive à déverrouiller ça, une partie non négligeable du problème est résolue. Donc tout ça c'est super. Est-ce que peut-être en conclusion, pour ceux qui voudraient aller plus loin, tu pourrais nous renvoyer vers des ressources? Alors tu m'enverras les liens pour que je les mette en commentaire en dessous de la vidéo. Mais pour ceux que ça intéresserait d'explorer davantage ces sujets-là, s'il y a des vidéos, des rapports ou que sais-je qu'ils devraient aller consulter. Tout à fait, ouais, merci. Merci pour le résumé déjà. Et donc, effectivement, pour aller plus loin, en ce moment, la plus grosse actu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la saison 2 de la série Nomades des mers qui est en ce moment en cours de diffusion. Je crois qu'il y en a un par soir sur la chaîne Arte et qui sont du coup sur Arte TV en accès. Il y a 10 épisodes qui permettent quand même de se faire une bonne idée. C'était des escales qui étaient très diverses et je pense à des échelles intéressantes. Après, donc nous, sur l'habitat, on a publié un rapport qui résume une grosse partie de notre expérimentation, à la fois sur le plan environnemental, économique et sur justement les changements de comportement que tu mentionnais. On a un livre qui arrive sur cette expérimentation-là aussi, qui sera plus le retour d'expérience personnelle et un peu le récit qui va avec, qui sera édité chez Rustica, et je crois que la publication est à venir en avril. Et le dernier sujet, du coup, qui est un peu brûlant, c'est les enquêtes du Low Tech Lab. Donc, moi, je coordonne et on va, à partir de la fin du mois, normalement, publier du coup un certain nombre de rendus par enquête. Ce sera à la fois vidéo accessible, j'ai envie de dire, format un peu léger, et des études de cas un peu plus denses, un peu plus détaillées sur, comme tu le disais, tous ces modèles en fait qui existent. Des modèles économiques différents, il y en a. Des façons différentes de faire de la recherche, il y en a. Des façons différentes de Donc voilà, c'est ça qu'on essaye de comprendre à chaque fois quand on va à la rencontre de ces acteurs qui pour nous sont des pionniers un peu du passage à l'échelle de la low-tech, quoi, qui dessinent un peu les prémices d'une société qui serait plus low-tech, qui ne serait pas high-tech, mais qui serait plus low-tech que celle d'aujourd'hui. Mais super, et puis pour dire, tu n'es pas le premier ingénieur aussi qui me dit que dans ces démarches-là, il trouve beaucoup de sens et a l'impression de poursuivre quelque chose qui a de l'avenir et avec lequel il est confortable, et qui permet de se débarrasser de quelques dissonances cognitives qu'il a pu connaître dans sa vie d'avant. Et donc j'espère que d'autres ingénieurs qui regarderont peut-être cette vidéo trouveront aussi de la motivation dans ce qu'on a dit. Et moi, dans le monde que tu dessines, je vois énormément de place pour l'innovation et énormément de place pour relocaliser ou créer de l'activité dans les territoires. Donc j'espère que ça en motivera plus d'un. Je te remercie beaucoup, Quentin, d'avoir pris le temps pour ça, d'exposer tout ça.
Et puis, Merci à toi. tu reviens évidemment quand tu veux. On pourra refaire des points de temps en temps sur les avancées de ces démarches qui sont passionnantes. Et puis, de mon côté, je vais m'atteler à communiquer un petit peu plus sur ces sujets et à scruter un peu plus les nouvelles sur les low-tech pour les diffuser plus largement. Voilà. Avec plaisir. Merci Quentin. Au Merci revoir. beaucoup, Cyrus.